Dan Hurd ne s'est pas réveillé ce matin-là en Californie en s'attendant à découvrir le morceau d'or le plus important qu'il ait jamais tenu entre ses mains. Il n'y avait aucun sens du destin lié à cette journée, aucun sentiment que quelque chose d'extraordinaire attendait juste sous la surface. Il était venu dans un but clair et pratique pour faire fonctionner une machine pour filmer, pour enseigner. La caméra tournait déjà, l'équipement était déjà en place. Et tout dans ce moment suggérait la routine plutôt qu'une révélation. Le high bunker avait été soigneusement installé, positionné, avec la précision que confèrent des années d'expérience sur le terrain. Il ne s'agissait pas d'une sortie spontanée ou d'une chasse personnelle guidée par l'instinct. C'était un travail structuré et intentionnel, axé sur la démonstration de l'équipement au public qui avait appris à compter sur lui. Avec plus d'1 million d'abonnés qui suivent sa chaîne, chacun de ses mouvements avait un poids pédagogique. Il était là pour montrer, expliquer, guider les autres tout au long du processus, et non pas pour courir après une découverte unique. Et puis, entre deux tâches, pendant une brève pause, qui aurait pu passer inaperçue, quelque chose a bougé. Il a pris un détecteur de métaux non pas par urgence mais par habitude, la curiosité restant à l'arrière-plan, comme c'est toujours le cas pour ceux qui passent leur vie à chercher. À quelques pas de l'endroit où il avait travaillé toute la matinée, il a balayé le sol. Le signal est devenu presque immédiatement net et indéniable, coupant à travers la routine comme un changement soudain de rythme. Il a creusé. Ce qui a émergé de cette parcelle de terre n'était pas un simple fragment, ni une petite récompense pour sa persévérance. C'était quelque chose qu'il a complètement arrêté, un spécimen de quartz doré, incrusté dans une pierre blanche, frappant par sa taille et sa présence. Pendant un instant, tout le reste s'est effacé. La machine, la démonstration et même la structure de la journée elle-même ont semblé s'effacer, tandis qu'il soulevait le morceau vers la caméra. Sa voix transportant un mélange d'incrédulité et d'excitation qui ne pouvait pas être répété. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas attendu, c'était réel. Après des années de recherche à travers l'Amérique du Nord, après d'innombrables heures passées à étudier le terrain, à ajuster l'équipement et à enseigner aux autres comment faire de même le plus grand spécimen qu'il ait jamais trouvé, était apparu de la manière la moins spectaculaire possible pendant une pause. Ce moment a eu du poids non seulement en raison de l'or lui-même, mais aussi en raison de qui il est et de la façon dont il a construit son chemin. Dan Hurd n'est pas un créateur qui a atteint la célébrité en recherchant le spectacle. Sa chaîne Dan Hurd Prospecting ne s'est pas développée parce qu'il trouvait systématiquement plus d'or que n'importe qui d'autre. Elle s'est développée parce qu'il a choisi d'enseigner, de ralentir les choses, de rendre le processus compréhensible dans un espace où beaucoup préfèrent se focaliser uniquement sur les résultats. Son passé d'enseignant a tout façonné. Les années passées dans les salles de classe d'abord, en tant que professeur d'atelier, puis en informatique à enseigner l'animation numérique et la programmation, et plus tard à aider les étudiants à trouver leur voie professionnelle, tout cela s'est répercuté sur la manière dont il communique sur le terrain. Il y a de la patience dans sa voix, de la structure dans ses explications et un effort constant pour amener les spectateurs à participer plutôt que de simplement les impressionner. Là où de nombreux canaux de prospection commencent par la découverte, il commence par le raisonnement. Il explique pourquoi l'or se dépose là où il se trouve, comment les fractures de la roche-mère piègent les matériaux plus lourds, comment le mouvement de l'eau interagit avec les obstacles pour créer des points de collecte naturels. Il décompose des concepts qui pourraient autrement sembler invisibles, transformant le lit d'une rivière en quelque chose de lisible, presque comme une carte pour ceux qui sont prêts à apprendre à la voir. Il parle des crevasses perpendiculaires qui agissent comme des rifs dans une écluse capturant l'or, lorsque l'eau coule dessus, tout en soulignant la valeur des crevasses linéaires qui suivent la direction du courant, concentrant les matériaux plus lourds le long de leur chemin. Il ne s'agit pas de conseils rapides jetés pour faire de l'effet. Ce sont des éléments d'une compréhension plus large construite au fil du temps, partagée ouvertement avec un public qui en est venu à attendre de l'honnêteté plutôt que du battage médiatique. Cette honnêteté s'étend à tout ce qu'il montre. Il ne cache pas les journées creuses ou les casseroles vides. Il explique ses décisions, pourquoi il choisit un endroit plutôt qu'un autre, pourquoi il ajuste l'angle d'un sluice, ce que la géologie d'un flanc de colline suggère sur le mouvement de l'or au cours de milliers d'années. Les erreurs ne sont pas supprimées. Elles sont incluses, examinées et utilisées comme partie intégrante de la leçon. Dans un espace souvent motivé par la découverte et l'excitation, ce genre de transparence est rare. C'est aussi la raison pour laquelle son public lui fait confiance. Ils ne se contentent pas de guetter le moment du succès, ils apprennent le processus qui y mène. Les amateurs, les prospecteurs d'un week-end, les mineurs expérimentés,
Et même ceux qui apprécient simplement le rythme tranquille de la recherche dans des paysages reculés ont trouvé leur chemin vers son travail. Non pas parce qu'il promet des récompenses faciles, mais parce qu'il respecte leur intelligence et leur curiosité. Au fil du temps, grâce à d'innombrables voyages et à des heures d'enregistrement, il a construit quelque chose de plus qu'une chaîne. Il a construit un corpus de connaissances, un registre d'expériences réelles sur le terrain qui a du poids, précisément parce qu'il ne prétend pas que le travail est plus facile qu'il ne l'est. Ses téléspectateurs comprennent que le travail, l'incertitude, les longues périodes où rien ne se passe. Alors quand quelque chose se passe, quand il s'arrête et dit qu'une découverte a de l'importance, ils l'écoutent. C'est ce qui a fait basculer le moment en Californie. Le voyage en lui-même n'avait rien à voir avec une découverte personnelle. Il était lié à un objectif spécifique, filmer une démonstration sur une concession dans l'une des régions aurifères les plus importantes du monde, le California Gold Country. Il était là dans le cadre d'un événement entouré d'une équipe plus importante pour documenter la manière de faire fonctionner correctement un high bunker dans des conditions réelles. Le cadre était important non seulement pour l'authenticité, mais aussi pour le contexte. C'était un terrain chargé d'histoire, une terre qui produisait de l'or depuis la ruée de 1848 et 1849, un endroit où l'instruction jouit d'une crédibilité différente. Une écluse à haut-bord, parfois appelée écluse mécanique, n'est pas un outil simple. Elle nécessite un équilibre, une compréhension du débit de l'eau de l'angle et de l'alimentation en matériaux. Le gravier est introduit par le haut, l'eau emporte les sédiments plus légers et l'or, ainsi que d'autres minéraux lourds, se déposent dans les radiers en dessous. Correctement utilisée, elle traite beaucoup plus de matériaux qu'une bâtée ne pourrait jamais le faire. Mal utilisée, elle peut emporter l'or fin sans laisser de traces. Hurd savait qu'il ne suffisait pas d'expliquer cela en théorie. Son public avait besoin de le voir en action, de comprendre comment de petits ajustements peuvent changer complètement les résultats. C'est pourquoi il a choisi de filmer sur place, pourquoi le voyage était important, et pourquoi l'accent de la journée est resté sur l'enseignement, même si quelque chose d'inattendu s'est produit à quelques pas de là. Car en fin de compte, c'est ce qui fait résonner l'histoire. La plus grande découverte de sa carrière n'est pas le fruit d'une recherche soigneusement planifiée ou d'un moment de découverte spectaculaire. Elle est arrivée discrètement, presque accidentellement, au milieu de quelque chose d'autre. Et c'est peut-être ce qui l'a défini le plus, pas seulement l'or lui-même, mais le rappel que même pour quelqu'un qui comprend le processus aussi profondément que lui, le sol a toujours le pouvoir de surprendre. Je crois que c'est mon morceau californien préféré jusqu'à présent. Bien joué, c'est génial, Dylan. La chaîne de la Sierra Nevada, qui traverse une grande partie du nord et du centre de la Californie, repose sur l'un des systèmes aurifères les plus importants d'Amérique du Nord sur le plan géologique. Les gisements filoniens, l'or enfermé dans les veines de la roche-mère, et les gisements alluvionnaires, l'or qui a été érodé de la roche et s'est concentré dans les gravires des cours d'eau rapportent encore de l'or aux prospecteurs qui travaillent dans la région aujourd'hui. Dans cet environnement, un clem en exploitation n'est pas seulement un lieu de tournage. Il s'agit d'une démonstration vivante que tout ce que Hurd enseigne à son public s'applique réellement au sol sous leurs pieds. C'était le but du voyage, et le grand banquier en était le sujet. La caméra tournait, la machine fonctionnait, et tout se déroulait comme prévu. Puis Hurd s'est éloigné de l'équipement, a pris le détecteur de métaux qu'il avait apporté, et a commencé à balayer le sol à proximité. Il déplace la bobine lentement, et à basse altitude sur un terrain proche de la zone de travail. Il n'y a pas de raison particulière de s'attendre à quoi que ce soit. L'activité principale de la journée était le high bunker, et non le balayage du détecteur. Mais il est rare qu'un prospecteur expérimenté passe à côté d'un terrain inutilisé, à proximité d'une mine, en activité, sans au moins y jeter un coup d'œil, surtout en Californie, où les mêmes systèmes géologiques qui ont produit de l'or pour les mineurs du XIXe siècle sont encore actifs juste sous la surface. Le sol ici a de l'histoire. Hurd balaye la bobine, en arc serré et superposé, comme on apprend aux prospecteurs à travailler méthodiquement en couvrant chaque centimètre carré d'une section avant de continuer sans jamais se précipiter sur un terrain qui pourrait contenir quelque chose. Puis, le signal arrive fort et clair, pas le gazouillis mince et ambigu d'un fer peu profond, mais un ton solide et bien ancré qui dit à une oreille expérimentée d'arrêter de bouger et de commencer à prêter attention. Un détecteur de métaux ne permet pas de savoir ce qui est enterré. Il vous indique seulement que quelque chose de conducteur se trouve là à une profondeur déterminée par la taille de la cible et la sensibilité de la machine.
Travailler sur un site minier historique ajoute de la complexité à chaque signal. Un sol comme celui-ci contient des décennies ou des siècles de débris de fer accumulés de vieux clous de fils, de fragments de matériel d'équipement cassés provenant d'opérations qui ont peut-être cessé bien avant la naissance de M. Hurd. Chaque morceau de fer produit un signal. La plupart des objets trouvés sur un chantier se révèlent être des déchets. Avec le temps, vous développez votre jugement en apprenant à lire le caractère d'une tonalité plutôt que sa simple présence. Un signal fort et stable sur un terrain présentant un véritable potentiel aurifère vaut le temps qu'il faut pour ouvrir soigneusement le trou, même si les 9 signaux précédents n'ont rien donné. Bon, voilà un signal, je l'aime bien. Il m'indique des chiffres plus élevés. 74,50, Des chiffres plus élevés sont toujours une bonne chose. Il est très rapide comme s'il était proche de la surface. Celui-ci est différent. Hurd lui fait confiance. Il pose le détecteur, sort son outil de fouille et commence à travailler le sol avec soin. Il creuse méthodiquement en pointant au fur et à mesure, en vérifiant le signal après chaque coup de pelle, en affinant l'emplacement de la cible à chaque passage de la bobine sur le trou ouvert. C'est la partie de la détection qui sépare les prospecteurs expérimentés des débutants. La patience nécessaire pour creuser correctement plutôt que de se contenter d'attaquer le sol. Un creusement imprudent peut pousser la cible sur le côté, l'endommager ou l'enfouir plus profondément et la rendre plus difficile à localiser. Hurd travaille le trou avec soin, déplaçant le matériel en quantité contrôlée, vérifiant à nouveau le signal à chaque fois. La caméra fonctionne toujours et tout ce qui suit est documenté. Dès que la cible passe du sol à la main, le détecteur se tait. Ce qu'il tient est un spécimen d'or et de quartz. Du quartz blanc dense et sensiblement lourd pour sa taille, traversé par de l'or en fils visibles et en masses irrégulières. Il ne s'agit pas d'un éclat métallique lisse et uniforme, mais des motifs organiques ramifiés de l'or, qui a précipité, à partir d'un fluide hydrothermal, au plus profond des fractures de la roche, et qui s'est refroidi lentement au cours des temps géologiques jusqu'à sa forme finale. L'or n'a pas été séparé de la roche haute. Il est incrusté dans le quartz de la même manière qu'il s'est formé, ce qui signifie que ce morceau n'a pas voyagé loin de l'endroit où il s'est formé à l'origine. Il est proche de la source. La matrice est intacte. La formation est préservée. Hurd la présente à l'appareil photo et la fait tourner lentement dans la lumière. L'or s'accroche. Il prend un moment pour regarder ce qu'il a dans la main, puis il dit ce que tous ceux qui regardent sentent déjà venir, c'est de loin le plus gros spécimen d'or qu'il ait jamais trouvé. Ce n'est pas la journée la plus productive au Sluice. Ce n'est pas le meilleur nettoyage d'une longue saison. C'est le plus gros morceau d'or qu'il a personnellement récupéré dans sa vie de prospecteur, trouvé lors d'une courte pause à quelques pas de l'équipement qu'il était venu montrer en Californie. Cette déclaration a un poids réel lorsqu'elle vient de Dan Hurd en particulier. Il ne s'agit pas d'un prospecteur débutant qui a eu un après-midi chanceux. Il s'agit d'un homme qui a travaillé sur des terrains aurifères dans tout le Canada et dans plusieurs régions des États-Unis, qui a utilisé des sluices, des détecteurs et des bâtés dans certains des territoires les plus productifs d'Amérique du Nord et qui a documenté des années de découvertes sur caméra avec la même honnêteté calibrée que celle à laquelle son public se fie. Son point de référence pour ce qui compte est élevé. Thomas Gold, et je viens juste de sortir le plus gros morceau d'or de ma vie. Il s'agit bien d'un spécimen d'or d'un quartz parsemé d'or. Combien y en a-t-il, devinez? Je dirais 10,5 onces. 10,5 onces. Cela pourrait être plus, cela pourrait être moins, bien sûr. C'est génial. Nettoyons-le. Quand il dit que quelque chose est de loin, le plus grand, c'est une affirmation précise de quelqu'un qui a un long palmarès personnel auquel se comparer, et le palmarès dit que rien d'autre ne s'en rapproche. Il l'a trouvé pendant une pause, alors que la machine qu'il était venu démontrer tournait encore derrière lui. Il vaut la peine de s'arrêter sur les circonstances particulières parce qu'elles sont si éloignées du récit attendu d'une découverte d'or. L'histoire conventionnelle d'une découverte majeure implique quelqu'un qui est parti spécifiquement pour trouver quelque chose d'important, qui a fait des recherches minutieuses sur l'endroit, qui s'est enfoncé dans un terrain difficile plus profondément que quiconque ne l'avait fait auparavant. La découverte de Hurd's California renverse tout cela. Ce jour-là, il ne cherchait pas pour lui-même, mais pour son public. La détection de métaux n'était pas le plan, c'était la marge autour du plan, l'utilisation productive des temps morts par quelqu'un qui ne s'est pas resté immobile près d'un terrain inexploré. La découverte est venue à lui, non pas parce qu'il l'a poursuivi, mais parce qu'il est resté en mouvement, alors qu'il aurait pu se reposer. Pourquoi cette découverte est différente? Les spécimens de quartz doré constituent une catégorie fondamentalement différente des pépites d'or, et la compréhension de cette distinction explique l'importance de cette découverte.
une pépite à voyager. Il s'est érodé à partir de la roche-mère, s'est déplacé dans un système de cours d'eau pendant des années ou des siècles et s'est usé pendant le transport, jusqu'à devenir un morceau compact d'or presque pur séparé depuis longtemps de la roche haute dans laquelle il s'est formé. Un spécimen est tout le contraire. L'or est toujours enfermé dans sa matrice. Le quartz est intact. La formation est conservée exactement comme elle s'est développée dans le sous-sol. Le quartz est le minéral avec lequel l'or cristallise le plus souvent dans les systèmes de veines hydrothermales. C'est pourquoi les prospecteurs expérimentés considèrent le quartz comme un signal directionnel. Lorsque vous le trouvez dans le bon contexte géologique, vous pouvez vous trouver près de l'endroit où l'or est né, plutôt que là où il s'est retrouvé, après avoir voyagé en aval. La valeur d'un spécimen de quartz doré pour un collectionneur n'est pas déterminée par sa seule teneur en or. La qualité visuelle détermine la prime. La quantité d'or visible à la surface, sa répartition dans le quartz, le fait que la matrice soit intacte et non endommagée. Une pièce bien formée, avec de l'or clairement visible, traversant un quartz blanc propre, atteint des prix nettement supérieurs à sa valeur de fusion, auprès des négociants en minéraux et des collectionneurs qui veulent la formation naturelle en tant qu'objet en soi, et pas seulement le métal raffiné qui s'y trouve. D'après sa propre description, la pièce de Heard était suffisamment grande et visuellement significative pour constituer la découverte personnelle déterminante d'une carrière qui avait déjà produit plus que ce que la plupart des amateurs passionnés ne verront jamais. La rareté d'une découverte de ce niveau mérite d'être bien comprise. Une journée productive typique dans un bon terrain, aurifère produit de fines paillettes, peut-être 1 ou 2 ramasseurs. Des morceaux suffisamment gros pour être manipulés avec des pincettes, mais qui nécessitent une explication avant qu'un non-prospecteur ne soit impressionné. Une bonne journée peut produire une petite pépite. Oui, c'est là que se trouve le jackpot. Il y a de l'or dans cette poêle. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé le gros lot. Je ferai d'autres analyses à partir de là. Voyons ce que nous pouvons faire. Un spécimen de quartz doré déterminant pour votre carrière récupérée personnellement sur un sol sur lequel vous vous trouviez déjà est un résultat d'une toute autre catégorie. La plupart des prospecteurs amateurs sérieux passent toute leur carrière sans trouver une seule pièce qui pourrait être considérée comme telle. L'écart entre une sortie solide et une découverte comme celle-ci ne dépend pas uniquement de l'effort ou de la technique. C'est la nature de la distribution de l'or dans la terre inégale, imprévisible et presque jamais concentrée là où vous vous attendiez à la trouver. Cette inégalité est d'ordre géologique et non personnel. Les gisements d'or du type de ceux qui produisent de grands spécimens, les systèmes de veines hydrothermales, où l'or et le quartz se forment ensemble dans les profondeurs de la Terre, ne sont pas uniformément répartis dans un paysage comme l'or placérien l'est dans un réseau fluvial. Ils représentent des événements géologiques spécifiques, des chimies de fluides particulières, des températures particulières, des fractures de roches particulières qui canalisent les bons matériaux au bon endroit et au bon moment au cours des temps géologiques. Un gisement hydrothermal est constitué d'eau chaude bouillonnante provenant des profondeurs de la Terre et transportant des minéraux. Lorsque ce système s'érode et que les matériaux qu'il contient atteignent la surface ou sont proches de la surface, la concentration d'or qu'il contient est locale spécifique et souvent de faible étendue géographique. Vous pouvez vous trouver à 20 pieds d'une concentration importante et ne rien trouver. Vous pouvez vous trouver directement au-dessus d'elle et ne pas le savoir jusqu'à ce qu'un détecteur vous dise le contraire. Un prospecteur peut travailler le même ruisseau pendant des années, extraire régulièrement de l'or de petite taille d'un terrain bien connu, et ne jamais rencontrer une pièce qui se qualifierait comme un spécimen exceptionnel. L'or de tous les jours, et là les paillettes le confirment. Hayat, mais les plus grandes concentrations, les pièces formées à proximité des gisements de filons d'origine, sont réparties différemment et se trouvent beaucoup moins souvent. Ils existent en tant qu'anomalies dans les anomalies. Pour en trouver un, il faut non seulement se trouver dans la bonne région et le bon cadre géologique, mais aussi au bon endroit, le bon jour, avec le bon outil en main. La plupart des prospecteurs ne remplissent jamais toutes ces conditions en même temps. Heard les a tous satisfaits pendant une pause. Ce qu'il a prouvé, l'enseignement de base de Heard à travers des centaines de vidéos est simple. La meilleure découverte d'un voyage ne vient souvent pas du terrain que vous avez prévu de travailler, mais de celui que vous avez simplement pris la peine de vérifier pendant que vous y étiez. Restez curieux de ce qui vous entoure.
Utilisez le temps dont vous disposez. Ne pas passer à côté d'un terrain inutilisé lorsque vous portez un détecteur. Le spécimen californien est la preuve la plus directe qu'il ait jamais livrée personnellement de ce principe. Il a été trouvé sur un terrain adjacent à l'emplacement actuel par un prospecteur qui n'a pas cessé d'être un prospecteur lorsque l'équipement principal était déjà en marche. La découverte n'est pas le fruit d'un meilleur équipement, d'une journée plus longue ou d'une stratégie de recherche plus ciblée. Elle est le fruit d'une habitude d'attention que Heard a constamment modelée tout au long de sa carrière devant la caméra. Il a balayé le sol à proximité parce que c'est ce qu'il fait. Il a fait confiance au signal parce qu'il avait acquis le jugement nécessaire pour le lire. Il a creusé avec soin parce qu'il avait compris que la matrice d'un spécimen fait partie de sa valeur et qu'une fouille imprudente peut détruire ce qui fait la valeur du spécimen. Chaque étape de la récupération reflétait l'expérience accumulée. C'est pourquoi ce moment se lit sur la caméra non pas comme une chance, mais comme le résultat naturel d'un prospecteur qui n'a jamais cessé de travailler le sol autour de lui. Il convient de noter l'emplacement géographique de la découverte au cours de la journée. Heard ne se trouvait pas à un endroit qu'il avait identifié spécifiquement pour son potentiel de grand spécimen, et où il s'était rendu dans ce seul but. Il se trouvait à un endroit où il était venu pour obtenir des informations sur une pièce d'équipement. Le terrain situé à proximité immédiate d'un site minier en activité n'est pas l'endroit idéal pour une découverte personnelle déterminante pour une carrière. Pourtant, c'est précisément là qu'elle s'est produite. En marge d'une journée de travail sur un terrain qu'il a balayé lors d'une pause qui ne faisait même pas partie du plan d'origine. Ce n'est pas la version la plus ambitieuse d'un voyage de prospection qui lui a rapporté le plus d'or, mais ce qu'il a fait pendant les 5 minutes qui séparèrent ses tâches. C'est cela plus que n'importe quel morceau d'or qui constitue la ligne de force de la chaîne de Heard. Il a documenté les voyages qui n'ont rien donné, les clèmes qui semblaient géologiquement correctes mais qui n'ont pas donné grand-chose, les journées qui se sont terminées avec quelques flocons et un long trajet pour rentrer à la maison. Son public l'a suivi jusqu'au bout parce qu'il ne regardait pas les faits marquants de l'actualité. Il le regardait pour comprendre à quoi ressemble une véritable prospection sur toute une carrière. Pour le public de Heard, qui compte plus d'1 million de personnes, la découverte de la Californie a apporté quelque chose de plus que le spectacle d'un gros morceau d'or. Elle a confirmé que l'approche enseignée par Heard, la patience, le travail méthodique, le refus de considérer que le terrain voisin ne vaut pas la peine d'être vérifié, produit des résultats qui ne peuvent être obtenus en se précipitant ou en poursuivant un terrain plus spectaculaire. Certaines de ces vidéos les plus regardées documentent des découvertes impressionnantes faites par d'autres personnes dans d'autres exploitations, impliquant un équipement et une échelle auxquels la plupart de ces téléspectateurs n'auront jamais accès. Le spécimen californien était d'une nature différente. Il s'agissait de sa découverte à partir de son détecteur, un jour où il était censé faire tout autre chose. Son public l'a regardé gagner en temps réel grâce à des habitudes qui leur avaient été inculquées par le même homme. Le spécimen californien se trouve au sommet de cet ensemble de travaux et constitue la preuve la plus évidente qu'il a jamais produite que la méthode qu'il enseigne est valable, et non la machine, ni la destination, le prospecteur qui prend le détecteur pendant la pause et tire le plus gros morceau d'or de sa vie du sol californien.